early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line was left to be. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinquiliba. En ce vendredi 1er mars 2024, un nouveau mois qui s'ouvre à vos côtés. Nous serons comme tous les jours de la semaine avec Alioune Badara Khan en plateau, mais également avec Ibou pour la chronique sociétale et en compagnie comme toujours de nos deux invités que nous aurons le soin de vous présenter un peu plus tard dans l'émission. Nous allons démarrer avec le bulletin météo et ce sera avec nos partenaires de la NACIM. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. En temps fort, nous aurons une fraîcheur qui va être sensible au courant de ce petit matin, particulièrement sur le littoral, avec une légère brise qui sera notée. Mais dans la journée, c'est une sensation de chaleur qui va être plutôt notée, surtout dans les localités intérieures du pays. Donc, l'animation satellite permet de voir qu'un ciel dégagé, donc une absence totale de nuages, sera observée au courant de cette journée, avec des vents qui vont souffler essentiellement d'est pour la plupart, voire nord-est, et donc une alimentation plutôt de nord-ouest notée sur les localités proches de la côte. Les prévisions mettent en exergue des températures élevées dans le sud, mais aussi dans l'est du pays. Des pics d'au moins 40 degrés y sont attendus et le maxi des maxis sera à hauteur de 42 degrés, enregistré à Tambacounda, mais aussi à Kédougou. Et des pics aussi de 39 degrés attendus dans le centre du pays entre Fatick, Diourbel ou encore Kaffrine. Et sur les localités proches du littoral, nous verrons que les températures seront un peu moins élevées, donc des pics de 32 degrés vers Mbour, 34 vers Thiès. Et à Dakar, nous aurons une température toujours basse de 27 degrés qui témoigne donc d'une clémence qui sera notée dans la capitale sénégalaise. Donc le tout avec un ciel qui sera globalement dégagé. Donc, chers téléspectateurs, en rappel, il fera un peu frais le matin, disons plutôt frais surtout dans les localités proches de la côte, avec des températures plutôt basses attendues au courant du petit matin. Mais dans la journée, une chaleur sera plus notée dans les localités intérieures du pays, dans le sud, mais aussi dans l'est. Et sur les localités proches du littoral, nous dirons que les températures seront plutôt clémentes, particulièrement à Dakar, où un pic de 27 degrés il sera relevé au courant de cette journée. C'en est tout pour votre bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à nos partenaires de la NACIM pour ce bulletin météo du vendredi 1er mars 2024. On va poursuivre en sport et en activité avec le coach Tandara que l'on va tout de suite retrouver en salle de gym pour sa capsule du vendredi. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Notre challenge du vendredi, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui, l'exercice proposé d'abord, ce sont les pompes, mais aussi un travail abdominal. Alors, vous avez l'habitude, mesdames et messieurs, de suivre les challenges de vendredi qui vont aller très, très vite. Alors, avec le coach Bou, c'est vrai que tout au long de cette semaine, mesdames et messieurs, des renforcements, rien que des renforcements. Alors, cette dernière capsule de la semaine, mesdames et messieurs, sera donc consacrée à ces deux exos. Il s'agit bien sûr du travail abdominal, mais aussi des appuis faciaux que vous avez l'habitude pour certains d'appeler les pompes. Alors, coach Bou, c'est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Encore, on est là. Dernière capsule de la semaine, on va se dire un très bon VSD bientôt. Donc aujourd'hui, comme ça a été la semaine de renforcement musculaire, n'empêche aujourd'hui, on va continuer notre challenge du vendredi dans des renforcements musculaires. On va utiliser des exercices qui sont un peu toniques, qui sont cardio, résistants, résistifs par rapport aux abdominaux et en même temps par rapport à notre force et à notre agilité qu'on va utiliser pour faire travailler le challenge du vendredi avec des mouvements abdominaux, des push-ups et des sauts qui sont intégrés dans cela. Donc, c'était notre présentation qu'on vous a amenée pour aujourd'hui. On va très rapidement vous le montrer et on va se dire à tout à l'heure.
Madame, Messieurs, le challenge du vendredi qui commence, le coach Bou en compagnie du coach Khalil. Et lui, il est de Celux Fitness et qui accompagne justement le coach Bou. Alors regardez, je disais véritablement, ce travail à base d'abord des abdos, mais également les appuis faciaux. Mais d'abord, regardez ceci avec cette récup. Allez, ça recommence. Le coach Bou, je disais, en compagnie du coach Khalil de Celux Fitness. Alors, voyez ici, mesdames et messieurs, ces belles figures. Et donc, ça va revenir en position dorsale. Et là, on revient en position ventrale. Et qu'avec ce mouvement d'ensemble, les deux, alors admirez, admirez. Alors, le coach Khalil qui accompagne le coach Bou dans cet exercice ultime pour la semaine avec la gym Kenkeliba, mesdames et messieurs. Eh bien, soyez remerciés tous, en tout cas pour votre fidélité à votre... Si vous avez l'occasion, vous êtes bien entraîné, vous avez beaucoup de performances, essayez cela, ça vous procurera du bien. On se dit très bon VST à vous qui nous suivez. Merci à tout le monde. Voilà, c'est fini, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci au coach Bou, merci de nous suivre, vous aussi. Eh bien, où que vous soyez dans le monde, encore une fois, merci de votre fidélité à cette émission Kenkeliba. Alors, aujourd'hui, deux quartiers, un quartier qui se trouve là-bas du côté de Guetnar. C'est donc à Saint-Louis. Alors, à tous les Saint-Louisiens, à tous les Guetnariens, eh bien, je vous souhaite un très bon VSD. Alors, je vais faire un petit tour jusqu'au niveau de Fatick. Alors, à Fatick, nous avons notre formateur là-bas. Il s'agit bien sûr de Major Ibrahima Ndiaye Gaïndé et à toute sa famille. Eh bien, nous lui souhaitons un très bon VSD. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité, merci de votre attention. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, lundi. Merci coach, excellent VSD à vous aussi et le coach qui nous inspire toujours à rester fashion durant le week-end. Vous avez remarqué les lunettes du coach toujours très stylées et c'est toujours un plaisir de suivre un peu cette capsule gym qui nous donne des idées avec le challenge du vendredi. L'équipe m'a rejoint en plateau, Ibou Alioune Badara Kane, bonjour. Bonjour la reine. Comment ça se passe en ce vendredi, dernier de la semaine? Bon, ça va, on se dit que voilà, il n'y a pas à garder des réserves, on sort tout, on donne tout parce que derrière on a droit à une journée et demie de repos. Je le dis ainsi tout le temps. Ça fait plaisir. Ibou, toujours avec nous les vendredis? Oui, super bien. Ça fait du bien d'être là? Oui, tout le temps. Et puis, toujours que la vie, elle est belle. Envoyer des SMS aux parents, aux amis d'enfance, la famille, les proches. Parce que quoi qu'il en soit, on est souvent d'accord. Même très peu, on peut avoir des tensions ou des conflits, mais jamais de séparation définitive. La vie, elle est faite pour être belle. Toujours de sages-paroles. Le sage-parole le vendredi d'Ibou. Bon, on espère que c'est tombé dans les bonnes oreilles ce matin. Bonjour à nos invités de ce vendredi et je vais laisser le soin à Alioune Badara de nous les présenter. Alors, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, une grande dame, un grand monsieur saint-lusien, Madame Sandy Makaya. Sandy Makaya qui est la responsable marketing et commerciale. Voilà, et communication plutôt donc de CFI Dakar, CFI Dakar qui se distingue un peu dans la vulgarisation du secourisme, voilà, la protection civile. Alors pourquoi on a jugé opportun de l'inviter sur ce plateau? C'est parce qu'aujourd'hui est célébrée donc la journée mondiale de la protection civile. Et le Sénégal, bien sûr, à l'instar de tous ces pays également, déploie un certain nombre de programmes ici en place pour vulgariser, pour prêcher la bonne parole, pour apprendre quand même ces gestes qui sauvent à nos concitoyens. Et donc, ce sera l'occasion de revisiter un peu ce qu'ils font en termes d'offres, en termes d'accompagnement, d'encadrement, mais surtout de ciblage. Et je pense surtout à cette couche extrêmement importante, voilà, qu'est l'enfance, la petite enfance. Je pense qu'avec
une collaboration, une meilleure collaboration avec l'école sénégalaise. Ce serait bien que des structures compétentes comme CEFI puissent se déployer, puissent faire des sessions de formation pour que tout jeune Sénégalais puisse maîtriser donc, les rudiments du secourisme, des gestes de premier secours. Donc on reviendra sur tout cela, Inch'Allah, avec Madame Sandi Makaya. Et à sa suite, un grand monsieur de Saint-Louis, donc qui pense à ces grandes dames saint-louisiennes, parce qu'il est l'initiateur de cette nuit dédiée donc à ces grandes dames, ce qu'on appelle Linguère, du côté donc de Saint-Louis, d'où d'ailleurs le nom donné à l'équipe fagnon de la ville de Saint-Louis, la Linguère de Saint-Louis, donc la reine des équipes du Sénégal. Et il va célébrer donc les reines saint-louisiennes. À l'occasion du 8 mars, on va les lister. Surtout donc ces grandes dames-là qui incarnent la beauté, l'élégance, le raffinement donc vraiment à la Saint-Louisienne. Alors le choix, le ciblage, lui aussi, ça va pas être un travail simple, parce que quand on sait qu'il y aura vraiment l'embarras du choix, tellement elles sont gracieuses, tellement elles sont nombreuses, ces grandes dames qui ont marqué et qui continuent à marquer l'histoire de Saint-Louis et du Sénégal. Et donc on reviendra sur l'opportunité, la pertinence de ce choix, de cette nuit dédiée donc à ces grandes dames saint-louisiennes-là. Les figures, il va nous faire peut-être le portrait de certaines d'entre elles et puis revenir bien sûr sur le programme, comment tout cela va se dérouler. Donc, voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec Thierno Sarr, acteur culturel, producteur. Il a tellement de bonnets, donc voilà. Et que donc aujourd'hui, on va peut-être mettre l'accent sur celui-là, donc de promoteur culturel, surtout par rapport à cette nuit donc dédiée à ces grandes dames. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec nos deux invités, Madame Sandi Makaya et Thierno Sarr. Voilà, et ce sera toujours avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien en ce matin? Très bien, Nora. Pas trop fatiguée? J'ai pas l'habitude de me lever si tôt, comme je disais tout à l'heure, mais ça va. Bon, ça fait plaisir. Restez avec nous, on reviendra juste après à votre sujet. Monsieur Sarr, toujours fidèle au poste? Ça va, toujours fidèle. Toujours fidèle, même le vendredi? Oui. Bon, c'est bien. Écoutez, restez avec nous également. On aura l'occasion de revenir aussi sur justement les femmes de Saint-Louis. Et d'abord, peut-être avant de démarrer aussi, on va revenir justement sur cette actualité dramatique qui a eu lieu mercredi, donc mercredi 28 février. De nouveau, une pirogue qui transportait plus de 300 candidats à l'immigration clandestine a chaviré en fait au large de Saint-Louis. Alors justement, ces 300 candidats, il s'agit de 45 victimes qu'on dénombre aujourd'hui, 24 morts, 21 blessés et dont 3 dans un état grave. Nous nous inclinons bien évidemment devant la mémoire de ceux qui sont décédés. Nous présentons nos condoléances éplorées à leur famille, Alioune Badara Kane. Oui, une nouvelle bien triste pour tout le Sénégal, pour toute l'Afrique, parce que j'imagine qu'il y a certainement d'autres nationalités, parce que le Sénégal est souvent également une zone de passage pour ces jeunes-là africains qui veulent donc rallier l'autre rive de la Méditerranée. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, le rêve se brise au large des côtes sénégalaises ou bien des côtes mauritaniennes, voire même marocaines. Alors cela démontre tout simplement que c'est une tentative vraiment désespérée, que avec tellement de périls, est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de vraiment dire la vérité à ces jeunes-là. Parce qu'ils se dirigent vers un Eldorado. Et l'Eldorado, c'est un pays imaginaire qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est vraiment... qui est un mirage. Il ne faudrait pas qu'ils continuent à happer nos jeunes, parce que c'est des vies brisées et des jeunes partis à la fleur de l'âge. Et c'est une perte, non seulement pour leur famille, mais également pour toute la communauté, parce que c'est des forces vraiment, donc des bras valides qui auraient pu servir à construire davantage donc, nos pays. L'Afrique a tellement besoin de sa jeunesse. Donc disons la vérité à ces jeunes-là, essayons de les conscientiser, de faire vraiment ce rappel-là à leur endroit pour qu'ils puissent savoir qu'il est possible de rester en Afrique, de s'y battre et de gagner dignement sa vie et de ne point tenter cette aventure-là périlleuse. Parce que même ceux-là qui réussissent à entrer en Europe, quand vous y allez, vous voyez dans quelles conditions ils sont, sous les ponts, à jouer vraiment à cache-cache avec les polices européennes. Ça fait mal quand vous êtes africain de voir vos frères confrontés à une vie aussi misérable. C'est parce que ces jeunes-là, ils ne savent pas qu'ils seront confrontés à pareille situation quand ils débarqueront. Donc je leur demande encore une fois à ces jeunes frères, à ces sœurs, parce qu'il n'y a plus que des jeunes garçons, il y a également pratiquement, il y a tous les genres qui sont confrontés, qui vont, quand vous voyez les images dans ces pirogues-là, au large, qui sont souvent secourus par certaines bonnes volontés, mais vous avez le cœur meurtri. Des fois, vous pouvez même voir une jeune maman avec son enfant. Qu'est-ce qu'on peut bien expliquer en mourant de la sorte avec son enfant dans les bras?
juste parce que vous vouliez une vie meilleure. Je pense que quand même ça, c'est un peu une entreprise suicidaire. Donc disons-leur la vérité, qu'ils restent en Afrique, mais à condition également que nos États puissent mettre en place des politiques capables brutalement au moins de maintenir cet espace, parce que l'espoir fait vivre. Et tant qu'ils auront cet espoir-là, de se dire, bon, je pourrais rester dans mon pays, y travailler et gagner bien ma vie, peut-être qu'ils seront beaucoup plus tentés quand même à rester. Donc que les États africains également puissent faire de la problématique véritablement de l'emploi une question centrale dans nos politiques publiques. Et qu'il y ait également des politiques véritablement beaucoup plus mutualistes entre États du continent, parce que ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux ne sont pas sénégalais, peut-être que également le Sénégal pourrait travailler avec les pays également qui envoient certains de leurs citoyens ici, malheureusement, pour beaucoup plus d'efficacité dans la lutte. Mais chaque État pris isolément ne peut pas faire grand-chose. Donc, pour contrer ces vagues-là de jeunes à la quête d'une vie meilleure et qui, voilà, quelles que soient les difficultés, quels que soient les périls auxquels ils feront face, continueront donc à arriver ici, à vouloir traverser le Sahara, donc la Méditerranée ou bien l'océan Atlantique. Donc il y ait beaucoup plus véritablement de mutualisation dans le cadre de cette lutte-là, pour plus d'efficacité et qu'on puisse enfin également mettre sur place des politiques d'emploi beaucoup plus hardies, beaucoup plus efficaces, et aussi que les relais communautaires, les acteurs culturels, nos leaders d'opinion, voilà, les religieux, qu'ils puissent tous donc apporter leur pierre à l'édifice pour qu'on puisse véritablement conscientiser, éveiller notre jeunesse, afin qu'elle reste ici en Afrique, s'y battre et relever les défis. Parce que les défis, il y en a. On a besoin véritablement de cette force-là pour rattraper peut-être le retard qu'on aurait accusé sur les autres, et que l'Afrique soit demain, bien dans un proche futur, le continent où les gens, viendront pour pouvoir avoir une quête, en tout cas, beaucoup plus meilleure. Parce que quand même, on a tout pour être véritablement en tête de peloton. Effectivement, et je pense que tu as bien fait de rappeler à quel niveau de désespoir il faut atteindre pour entrer dans cette entreprise suicidaire, et aussi de poser la question, qu'est-ce qu'on a à offrir à cette jeunesse, parce qu'effectivement, quand on repense aux conditions psychologiques dans lesquelles il faut se trouver pour aller prendre ces pirogues-là, c'est absolument dramatique. Ibou? Oui, c'est très dramatique dans la mesure où il y a perte de vie, ça c'est d'abord une chose. Il faudrait peut-être revenir aux sources. Tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, il y aura le phénomène migratoire. Maintenant, comment c'est organisé? Est-ce qu'on a envoyé les bons signaux à nos jeunes? Quand je prends l'exemple que quand on nous dit que celui qui excelle ici, meilleur élève, on prend le meilleur élève et qu'on l'envoie à l'étranger, est-ce que c'est un signal fort pour dire aux autres, restez sur place? Je pense que quand même, de manière indirecte, quand nos meilleurs footballeurs partent là-bas en Occident, est-ce qu'on les envoie des signaux pour leur dire « restez-vous ici » et ils vont aller là-bas? Quand on voit un Ibouba qui parle là-bas facilement, qui rentre comme il veut, qui démontre qu'il y a des signaux qui permettent de se dire qu'il est à l'aise, est-ce que ce sont les bons signaux qu'on envoie à nos jeunes? Ils sont beaucoup plus victimes qu'on ne puisse le croire. Ils peuvent avoir des attitudes très suicidaires, mais qu'est-ce qui les pousse à ça? Moi, je pense que c'est cette racine-là qu'il faudrait trouver. Nous sommes un pays qui n'est pas très industrialisé pour avoir la grande main-d'œuvre. Et même si c'est le cas, comment c'est fait? À mon avis, l'emploi seul ne suffit pas. C'est un rêve qui est là. J'ai pu échanger il y a quelques années avec un proche qui était ambassadeur de France d'ici. Et la problématique qui s'est posée dans la région du Sénégal oriental, Tambacounda, c'est que c'est même sociologique. Parce que les secondes femmes des migrants étaient très démunies et poussaient même leurs enfants à aller immigrer pour pouvoir rapporter quelque chose. Parce que souvent, la première femme avait des enfants adultes qui étaient capables de lui construire une maison, de l'envoyer à la Mecque, etc. Quand on écoute même nos lutteurs, ce qu'ils disent est très clair. Je vis, je lutte, je veux gagner de l'argent pour envoyer ma mère à la Mecque. Donc, il y a un projet sociétal. Je pense que les socio-anthropologues, on doit faire une assise sur ça, mais pas seulement de réagir à coup par coup. Je n'ai pas encore vu réellement une assise nationale, que ce soit les chefs religieux qui sont impliqués, les chefs coutumiers, chacun, les agents communautaires. Nous tous, nous sommes interpellés. Est-ce que finalement, la mort est quelque chose de devenu banal? Quand je vois qu'on me dise une vingtaine de morts, alors qu'il y a une quarantaine, trentaine d'années, quand on disait qu'il y avait 2 morts, toute la République, toute la nation, dans toutes ses composantes, était choquée. Là,
j'ai suivi très peu d'émissions qui ont réagi par rapport à ça. Logiquement, les médias devaient faire leur rôle, tout de suite des tables rondes, tout de suite des échanges, et que tout le focus soit fait sur pourquoi il y a autant de nos jeunes qui partent ainsi et qui se tuent, et qui savent qu'ils affrontent la mort. Ils le savent aussi plus que nous. Et nous, on est choqués parce que peut-être que c'est le nombre. Mais une mort, une seule mort, dans ces conditions, est inadmissible. Je n'ai pas là, à l'instant, l'émotion nécessaire du chef de famille, du grand frère, de l'oncle, pour les condamner. Parce que tellement, j'imagine, la souffrance de ces familles qui sont restées. Vous voyez, le drame de l'immigration repose sur des profils comme des Ibouba qui reviennent volontairement, qui font même le reniement des nationalités occidentales et qui sont assez lâches de ne pas se présenter en public pour dire voilà le parcours qu'on a fait, voilà pourquoi nous sommes revenus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de référentiel, à mon avis, sociologique qui leur permet de dire nous allons nous battre ici. Ils essayent. Mais un chef d'État sénégalais, un ancien, qui reste toujours chef d'État, M. Abdou Diouf, avait dit qu'on n'arrêtait pas la mer avec ses bras. Et nous sommes encore confrontés 30 ans après. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous n'avons pas la solution exacte. Nous sommes obligés, de manière perpétuelle, à chercher des solutions, en impliquant tout le monde. D'abord, est-ce qu'il y a un conseil des jeunes au Sénégal? Pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi ce n'est pas qu'ils dénoncent? Quelles sont les activités qui sont menées dans les banlieues, dans les zones aussi paradoxales que ça puisse être? Mais quand on vous dit que beaucoup viennent de Bakel, de Tamba, où il n'y a pas la mer, mais quand même, on devrait s'interpeller. Interpellons au niveau institutionnel. Que font les mairies? Est-ce que les mairies font beaucoup de sensibilisation? Tout récemment, quelqu'un m'a dit qu'il a interpellé deux ambassades qui sont très impliquées, l'Italie et l'Espagne, mais ils n'ont pas eu de retour. Ils ont adressé des correspondances, des relances, ils n'ont pas eu de retour. Alors que l'objectif, c'était de les inviter autour d'une table, dans ces villages, pour échanger avec eux, pour leur dire, voici les foyers de départ. Échangeons pour trouver quelle est la solution moins répressive en les retenant ici. Vous savez que si vous avez un foyer de 5 personnes et que 2 personnes gagnent la moyenne de 400 000 francs mensuels, vous pensez qu'ils auront un projet d'aller immigrer ou d'aller construire une maison? Mais il faut que l'Espagne, que l'Italie, ces pays qui sont fortement impliqués et touchés, oui, ils ont le côté répressif, mais peut-être qu'ici, on peut voir avec les voies communautaires comment mettre des champs, comment mettre des activités à forte main-d'œuvre moins qualifiée pour que ces aspirants-là puissent rester. Ça ne va pas résoudre l'ensemble de la difficulté, mais au moins, il y aura un ratio important de les faire gagner quelque chose, parce que tout le monde est impliqué. Effectivement, comme tu l'as dit, tout le monde est impliqué et c'est un rappel qui est très important à faire ce matin, mais aussi justement pousser la réflexion, comme tu l'as dit, faire des tables rondes, s'organiser aussi entre acteurs de la société civile pour pouvoir en fait réfléchir concrètement à des solutions auxquelles finalement effectivement nous sommes tous concernés, n'est-ce pas Madame Makaya? Très clairement, très clairement. C'est dommage de voir ce qui s'est passé, ce qui se passe encore de nos jours. Ces personnes-là, en général, on serait tenté facilement de les condamner. Mais il faudrait en fait pouvoir se mettre à leur place pour essayer de comprendre en fait pourquoi elles prennent autant de risques. Tout le monde sait en fait, tout le monde sait que c'est risqué d'aller en mer, tout le monde sait combien de fois il y a des bateaux qui échouent en mer. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Mais on voit tout de suite le désespoir, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, le désespoir de ces jeunes, le désespoir de ces femmes qui vont jusqu'à prendre leur bébé avec eux. C'est triste. C'est triste. Triste nouvelle et triste nouvelle pour Saint-Louis également. Hein, Monsieur Sarr, j'imagine que vous avez suivi cette actualité. Oui, et j'avoue que c'est écœurant et j'ai le cœur au bout des lèvres parce que à chaque fois, le bateau, s'il ne chavire pas à Saint-Louis, c'est juste à 100 mètres de Saint-Louis, sur les côtes. Et parfois même, il nous arrive de voir un bateau qui chavire et les gens qui courent pour rentrer dans les maisons pour se cacher ou bien tomber dans les rues comme ça. Et vous les demandez après, ils disent que si je peux retourner, je vais retourner. Mais c'est comme si le problème de l'immigration, c'est un aimant. Et les victimes sont un métal. Ça les attire. Nous, on fait des sensibilisations, on fait des reportages sur ça, on fait des documentaires. Mais quand tu les poses la question, ils disent que si j'avais encore l'occasion de partir, je repars. Et pourtant, il y a des ambassades, comme il l'a dit, qui financent pour que les jeunes restent à Saint-Louis, par exemple, pour qu'ils restent là-bas et qu'ils
gagnent leur pain à travers les projets que l'extérieur finance. Mais à chaque fois, vous voyez, dans une famille, il n'y a plus personne. Ils partent comme ça, à l'aventure, et les sensibilisations, on sensibilise chaque jour. Il y a des chanteurs qui sont là-bas. Aminata Yad a sorti son album, Son Nona, Son Nona. Rien que pour parler de ça. Vous allez dans les familles, on dit qu'on n'a rien ici. Et parfois, quand ils s'échappent même pour arriver là-bas, comme l'a si bien dit M. Alioune Badara, c'est encore plus dur là-bas. C'est encore plus dur. Ils sont dans les rues. Ils sont traînés comme des chiens parfois. Et c'est vraiment... À le dire, j'ai les larmes aux yeux, en toute sincérité. À Saint-Louis, c'est le deuil chaque fois. C'est le deuil chaque fois. Et pourtant, à l'époque, il y avait un type de personnes qui partaient pour l'immigration. Mais maintenant, ce sont les pêcheurs. Ce sont les étudiants. Ce sont les femmes. Vous voyez, par exemple, le manque de poissons. C'est dû à quoi? Mais on n'a plus de pêcheurs. Ils sont tous partis. D'autres ont été ensevelis par les eaux. On les voit plus. Mais sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut brandir le flambeau de la lutte contre le phénomène de l'immigration, sincèrement. C'est vraiment écœurant. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut le brandir à chaque instant et ne jamais oublier en fait cette cause parce que justement, malheureusement, de plus en plus souvent, en plus de ça, nous avons à déplorer de tels drames. Et d'ailleurs, le président de la République hier dans la matinée avait tweeté sur le sujet. C'est avec une profonde tristesse que j'exprime ma compassion et ma solidarité suite au tragique chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis, ayant coûté la vie à une vingtaine de migrants. En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières accompagnent les familles et proches des victimes. Les autorités compétentes sont mobilisées pour leur apporter soutien et assistance. Que les âmes des défunts reposent en paix. Et effectivement, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, a mis en place par la suite un comité régional de crise pour gérer la situation. Et ce comité est avant tout chargé de coordonner les opérations de secours qui mobilisent également les unités de marine nationale. Donc c'est l'opération d'urgence pour gérer la situation. Mais qu'en est-il justement des discussions et d'un potentiel assises nationales pour pouvoir en fait prendre ce problème vraiment à bras le corps. Donc des actualités dramatiques que l'on essaye de suivre tant bien que mal. Et on espère que voilà, on n'aura pas prochainement encore à déplorer de tels drames. On l'espère. On l'espère. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Alors, il est 6h59. On va passer à la première partie de la rubrique du coup sociétale avec Ibou et ce sera juste après ceci. On va enchaîner directement, Ibou. Donc, tu nous parles ce matin des écoles, du système de notation dans les écoles, n'est-ce pas? Oui, le fameux classement. Pour rappeler que l'école, elle est mise en place par l'État central avec une décentralisation. C'est un enseignement en groupe parce que l'école qui est sous la tutelle d'un État, l'État n'a ni les moyens ni les ressources de mettre un élève, un enseignant. Donc, on les regroupe. Et quand on les regroupe, on ne tient pas compte de l'aspect social. On tient compte d'une logique arithmétique, l'âge. Vous avez tel âge, c'est telle classe, etc. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes dans une zone d'acquisition de savoir qui vous disent lire, écrire et compter. C'est la fonction de base. Après, il y a d'autres niveaux, au niveau du collège, du lycée et des études supérieures. Et chaque étape avec sa propre fonction. Il faut rappeler que dans le système démocratie latine où nous vivons, l'école repose sur la réussite. Mais si vous prenez le système anglo-saxon, c'est un autre système. C'est beaucoup plus l'individu au cœur d'un dispositif de zone d'acquisition. C'est pourquoi il y a ce tritype. On a l'enfant et l'enseignant, on a l'enseignant et le parent, et ensuite on a le parent et l'élève. Mais dans notre système, ce n'est pas ça du tout. C'est exclusivement au niveau de la réussite. Et nous sommes très, 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 très sélectifs. Nous avons l'école la plus sélective au monde, je peux dire. Savez-vous que Sadio Mané a été exclu de l'école sénégalaise? Le grand frère Youssou Ndour a été exclu de l'école sénégalaise parce que leur talent et le système de l'école n'étaient pas en adéquation. On va faire une chose très simple. Vous êtes en classe, vous avez le fils d'un PhD, vous avez le fils d'un pêcheur, vous avez le fils d'un chômeur, vous avez le fils d'un cordonnier.
mais nous savons tout de suite dans le support pédagogique nécessaire à l'élève en dehors de l'école est très disparate. Entre celui qui est PhD, qui peut apporter lui-même le système de répétiteur, ou bien d'avoir les moyens financiers, matériels pour prendre un répétiteur pour son enfant, c'est très, très limite pour le pêcheur ou bien pour le chômeur. Mais ces enfants-là vont être classés de la même manière. Le classement, il est fait du premier et jusqu'au dernier. Et le dernier, au Sénégal, on l'appelle le Ndadé. Et le Ndadé, il est connu. C'est-à-dire que celui qui est premier, il est également connu, mais l'extrême aussi est connu. Le premier, on le met au tableau d'honneur et il est coq dans la basse-cour comme ça, tout fier, les parents très fiers, tout le monde très fier, l'enseignant très fier, l'école très fière, pour dire voici le premier. Mais celui qui est le plus faible parmi nous, alors que nous sommes dans une république, alors que la fonction primaire d'une république, c'est de vivre ensemble. C'est tout le monde, ne pas être exclusif. On reste dans un système limite colonial, ou bien, je ne sais pas, je ne vais pas le qualifier, d'exclure les plus faibles parmi nous. Les plus faibles parmi nous, au contraire, on devrait les tirer avec les autres. Parce que dans le système de notation, il y a des notations qui sont faites de manière hebdomadaire, d'autres mensuelles. J'en profite pour remercier l'inspecteur d'académie de Dakar, M. Ababakar Sedernian, qui m'a réellement orienté vers des indicateurs, mais très pertinents, que j'ignorais totalement. Et M. Mbagnick Sosendiaï aussi de Rufisque, et une dame qui s'appelle Fama, qui enseigne au niveau de Dagana. J'essaie d'avoir le maximum de points de vue différents, et le dénominateur commun, ils disent que l'enseignant, c'est le métier impossible. Personne ne peut être satisfait avec un enseignant. Aussi bien les parents, aussi bien le système, et eux-mêmes ne sont jamais satisfaits. Parce qu'ils te disent, on fait une méthode le lundi, et le mardi, tu répliques la même méthode, ça ne marche pas. Donc, dans le classement, on a Mbaye qui est premier, et ensuite on a Ibou qui est dernier. Mais lui, il est expédié devant tout le monde, le Ndadé. Et tout le monde est en train de le huer et de l'agresser. Et dans sa psychologie comportementale, il a une démarche phobique d'avoir la peur de l'école. Quand on a la peur de l'école, mais on a la peur de se sociabiliser, parce que le regroupement ensemble pour faire acquérir des connaissances aux élèves, lire, écrire et compter, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre une socialisation de l'enfant, de l'être humain. Mais d'un autre côté, le fait de classer dernier, Ndadé comme ça, et de diffuser l'information, mais il n'y a pas une violation des données personnelles de l'enfant? Oui, oui. On peut faire ça au temps de la Dior, mais maintenant, au temps où nous vivons, mais quand même, il faudrait qu'on se remette en question pour poser le débat. Est-il nécessaire réellement de faire ce classement et surtout de le divulguer? L'idée peut-être peut être très simple. Comme nous sommes dans l'ère des technologies, inspirons-nous du système LMD où l'étudiant est mesuré, l'enseignant est mesuré. C'est ça la réalité, même si c'est fait ou c'est pas fait, mais c'est le principe. Mais si on l'amène au niveau système élémentaire, collège et lycée, l'enseignant lui-même, il est tout le temps, il peut être en mutation. Demain c'est Kungol, après-demain c'est Bakel ou bien c'est Tchadja, etc. Mais mettons une plateforme comme Mirador, parce que c'est la plateforme des enseignants, et dans cette plateforme-là, on notera les enseignants. Si vous avez eu une classe à Kungol de CP et que le niveau était là, mais c'est votre responsabilité d'abord, avant des parents. Et quand vous allez tout le temps et qu'on se dit qu'au fil du temps, l'enseignant ne dépasse jamais 5 sur 20, mais on sait que c'est plutôt l'enseignant qui n'a pas la bonne méthode. Et là, on va aller sur d'autres acquisitions de connaissances par rapport à l'enseignant pour lui faire monter en compétences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas spécialiste, mais dans le système organisationnel, classer un enfant entre le premier et le dernier, il en faut, mais que ça s'arrête au niveau des moyennes. On peut dire la moyenne des classes, je ne vais pas citer des établissements qui le font, il s'arrête juste à la moyenne de la classe, mais pas celui est premier et l'autre est deuxième ou troisième ou quatrième. Parce que le traitement, il est très important, fort important. Et puis, ce que tu fais bien de relever aussi, c'est que tu as eu l'occasion, en fait, de rencontrer des acteurs qui sont impliqués dans le secteur de l'éducation, peut-être pour t'imprégner un peu des informations qu'ils pouvaient te partager. Est-ce que tu as eu l'occasion de partager toi-même tes suggestions, celles que tu nous fais aujourd'hui sur le plateau, avec eux et de recueillir un peu leurs avis? Plus de 2 ans, j'échange avec eux. Parce que l'inspecteur d'académie que je viens de citer, il ne faut pas oublier qu'il était à Kaffrine avant. Et après, il est revenu. Quand tu as eu le souci à Yoff, avec les enfants qui ont cassé un peu partout, mais nous avons tous échangé en off. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis encore dans le périmètre étatique. J'ai certains privilèges de pouvoir échanger certains en off. Et dans nos échanges, on s'est rendu compte que nous avons des solutions, mais nous ne les avons jamais éprouvées. Maintenant, c'est au fil du temps, en les confrontant avec la réalité,
qu'on peut les stabiliser. Par exemple, le plus faible de la classe, mais n'est-il pas plus cohérent de le mettre avec le premier de la classe à la même table, tirer quelqu'un vers le haut et non pas vers le bas? Parce que c'est comme ça que fonctionne une société normale. Mais ça peut être une société commercialisante, comme les États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes dans une démocratie latine où on parle de cohésion sociale, on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de providence. Nous sommes un État-providence. Et le premier signe d'un État-providence, c'est de prendre les plus faibles, de les couver et de les tirer vers. Mais pensez-vous que M. Grand Youssou N'Dour, quand il était exclu de l'école sénégalaise, qui aurait cru, qui aurait pensé que c'est lui-même qui va employer les autres qui avaient continué à l'école? Ils ont tous continué à l'école en étant des bac plus 5, mais il est leur employeur. Vous vous rendez compte? Voilà cette dichotomie qu'il nous faut poser. Ça a été posé dans les années 80, ça a été posé dans les années 90, dans les années 2000. Donc, comme on dit, le vivre ensemble, c'est une amélioration continue. On posera toujours cette problématique. Et dans la méthodologie d'une chronique sociétale, on est obligé de parler avec les experts et les spécialistes. Parce que d'abord, c'est rendre honneur à leur connaissance. C'est du respect même à soi-même avant de venir parler d'une spécialisation qui peut être loin, mais qui est toujours transversale. Et surtout leur générosité. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre d'heures qu'ils passent avec vous. Et les corrections, les apports, surtout cette volonté de voir, il y a, à travers l'enseignant, il y a le chef de famille, mais je le sens, je me dis, mais finalement, tous les élèves-là, ce sont leurs enfants. Et ils se disent que c'est le métier de l'impossible. Quand ils m'ont dit que c'est le métier de l'impossible, je me suis dit, mais quelle belle Ça formule. résonne, ça résonne. Oui, voilà. Effectivement. Et j'avais une dernière question peut-être avant de passer la parole à Alioune Badara et à nos invités pour pouvoir réagir, parce que tu as parlé du système anglo-saxon, tu as parlé de démocratie latine. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des référentiels africains qui pourraient nous permettre de réformer en fait cette école-là? Mais merci beaucoup. La démocratie latine est issue de l'Église. Mais quand on parle de l'Église, c'est un Dieu monothéiste. Et vous vous rendez compte, un juif, un musulman, un catholique, mais ils se retrouvent rapidement. Maintenant, la subtilité va reposer certaines de nos réalités sociales. Comment on enseigne ici? Comment on enseignait avant la colonisation? Mais parce qu'on prenait un enfant pour dire que c'est une ressource pour toute la société, on l'envoyait souvent loin de ses parents dans le système d'internat. Prenez Koki, prenez là-bas chez moi à Fastouré, prenez ailleurs. L'enfant est très éloigné parce que le côté émotif, dès que c'était coupé, l'acquisition était plus simple. Donc, du coup, oui, le système d'internat, on peut y revenir parce qu'il y avait, jusque dans les années 80, un système d'internat. Combien d'individus ont quitté leur zone et étaient à Saint-Louis? Combien de Dakarois? Combien de Ziguinchorois? Combien de Colois? Il y en avait. Le système d'internat peut être remis au goût parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui font l'enseignement franco-arabe ou religieux, souvent c'est un internat. Donc, du coup, tout est dédié, tout est vraiment dédié à la réussite de ces études. Comment noter les élèves sans les frustrer, hein, c'est l'objectif de cette chronique. Qu'est-ce que tu en penses, Alioune Badara? Est-ce que tu aurais une réponse à apporter à cette un vrai dilemme, mais ça demande de la bienveillance. Je crois qu'il faut que le corps enseignant soit davantage bienveillant. Et je pense qu'il y a de plus en plus quand même des réformes, en tout cas, qui sont entreprises un peu partout dans le système éducatif. Hein, c'est un peu large. Pour que ça soit beaucoup plus inclusif. Parce que quand même, comme l'a dit Ibou, on avait un système un peu exclusif. Donc si vous êtes bon, vous avez la possibilité de continuer. Et cela dépend également des moyens de vos parents. Parce qu'il y a de bons élèves qui n'ont pas pu aller au bout parce que peut-être les parents n'avaient pas malheureusement les moyens pour prendre en charge les frais de scolarité et tout cela. Et finalement, l'enfant a été orienté peut-être vers un métier et c'est une perte donc, pour toute la société. Nous tous, on a eu certainement dans nos différentes promotions des camarades qui étaient extrêmement bien à l'école, qui avaient de très bonnes notes, mais qui n'ont pas pu aller au bout. Parce que il y a certaines réalités socio-économiques, n'est-ce pas, auxquelles ils faisaient face et ils n'ont pas pu aller au bout. Donc ça également, je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur cela. Le système de notation également. Je ne suis pas fier de ces souvenirs-là. Nous tous, peut-être que... et c'est sur recommandation du maître, hein, si vous qui nous disait, voici le dernier, hein, il est le dernier de la classe, il porte le bonnet d'âne, vous pouvez le huer à souhait. Tout à fait. Hein, et à la fin de la classe, on était tous derrière lui, à pratiquement le pourchasser et le pauvre. Hein, ça, c'est un traumatisme. C'est maintenant qu'il en parle, là, j'ai un peu honte. Le souvenir qui revient. Parce que je me dis que ce n'est pas la bonne méthode. Ça, c'est un peu des
les séquelles donc, du système colonial, et qu'on a un peu perpétué après l'indépendance. Heureusement que maintenant, voilà, il y a une certaine prise de conscience et que voilà, les gens sont en train de voir un peu comment améliorer le système pour que l'école soit vraiment inclusive et non exclusive. Donc ça, c'est bien. Je crois que ça fait appel à la bienveillance, n'est-ce pas, à cette fibre un peu maternelle également que devrait avoir voilà, tout le corps enseignant, mais aussi les parents. Parce qu'on est dans un pays où souvent, je discute avec certains parents, en fait, ils mettent une pression inutile à leurs enfants. Parce qu'un enfant à un certain âge, il n'a pas besoin vraiment d'exceller. Il a juste besoin d'être bien canalisé, d'avoir de bonnes notes. D'apprendre. Après, il se frayera son propre chemin. Mais quand votre enfant vient à la maison avec une note de 14, vous lui dites pourquoi vous n'avez pas eu 17, 18, bien 19 comme le premier de la classe. Vous lui mettez une pression toujours dans inutile. La comparaison, toujours Voilà, dans cette comparaison-là, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout pertinente. Donc ça également, c'est une invite que j'ai fait à tous les parents également, de savoir que le plus important, c'est que leurs enfants soient bien canalisés, qu'ils soient dans de bonnes conditions, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient de bonnes notes, et qu'ils puissent avoir véritablement également le temps de discuter avec eux. Parce que nous ne discutons pas avec nos enfants. Vous pouvez voir votre enfant, il était certes, en fait, il avait de bonnes notes, il avait certains résultats dans une matière donnée. Du jour au lendemain, ça s'estompe un peu. Mais appelez-le, discutez avec lui, échangez avec lui. L'enfant, il est intelligent, il est conscient des enjeux, il saura que là, son parent, véritablement, essaie de lui faire confiance et il se dira quelque part, j'essaierai d'être véritablement, d'honorer voilà, cette confiance-là de mon père, bien de ma mère, à mon endroit, à mon égard. Parce qu'il ne faut pas prendre les enfants, les regarder de haut, pensant qu'ils ne savent pas faire la part des choses, qu'ils ne savent pas réfléchir pour eux-mêmes et pour la société. Du tout, je suis désolé. Il faut en faire des pères, des égaux, discuter avec eux, et vous aurez un bien meilleur résultat. Donc je crois que ça fait appel à tout cet ensemble-là pour que notre école ne soit plus un lieu de frustration, mais que ça soit un lieu voilà, d'épanouissement pour l'enfant. Et c'est la société qui en sera véritablement la grande gagnante. Effectivement, et l'implication des parents dont tu parles, c'est très important dans le sens où, non seulement tu disais, c'est vrai que parfois il y a des parents qui n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir emmener leurs enfants le plus loin possible. Parfois aussi, ça va être au niveau du suivi, c'est-à-dire que les moyens sont là, mais on ne va pas forcément suivre. Est-ce que ça se passe bien à l'école pour l'enfant? On va justement tout le temps poser la question sur les résultats, mais pas tellement sur justement la façon dont on essaye un petit peu d'atteindre ces résultats. Et puis, c'est vrai, tu parlais des comparaisons entre les élèves, il y a les comparaisons aussi entre les frères et sœurs, alors là, ça finit plus. Donc, du coup, c'est vrai que si on s'y penche un peu, c'est ça. Voilà. Si on s'y penche un peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, en fait, chacun peut un petit peu agir pour pouvoir permettre aux enfants d'être plus épanouis à l'école et d'être contents d'y aller aussi, parce que c'est là où, tu le disais, Ibou, c'est là où on passe le plus de temps, finalement. Donc, il faut pouvoir avoir le cadre qui permette, en fait, d'être épanoui, de réussir, d'apprendre et de pas forcément être le moins bon, le meilleur. Parce que, est-ce que c'est ce qui est important au final? Je vous pose la question, Madame Makaya. Alors, ce n'est pas ce qui est important. Comment dire? On doit œuvrer à bien faire les choses. La comparaison, pour moi, n'est pas la meilleure chose à faire, que ce soit dans nos familles, dans le milieu scolaire. Ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que nous ne sommes pas, comment dire, égaux. Nous ne sommes pas pareils, en fait. Chacun naît avec, je suis tentée de dire, son étoile. Hein. Chacun est appelé à réaliser quelque chose de bien particulier. Donc, on ne devrait pas comparer les gens. On a pris l'exemple tout à l'heure de M. Youssou N'Dour. S'il avait été, si son avenir dépendait de son cursus scolaire, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on arrête ça, en fait, la comparaison. On va parler des échecs scolaires. Non, il y a beaucoup d'échecs scolaires dans nos pays et tout, mais c'est normal. Un enfant qui est hué par ses camarades à l'école, parce qu'il est le dernier, le Ndar. Est-ce qu'il aurait encore envie de revenir à l'école? Non, si c'est pour passer un moment désagréable, il sait à l'avance ce qu'il attend à l'école. Donc, il n'a pas envie de venir. C'est une souffrance psychologique. On voit le phénomène de suicide à l'école. C'est juste déplorable. C'est déplorable. Et nous sommes, nous les adultes, responsables quelque part de ça, en fait. Voilà.
Vous avez raison, parce qu'effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, celui du harcèlement scolaire, parce que non seulement ce sont les adultes qui nous évaluent et qui font qu'on va se retrouver dernier et donc avoir la honte sur nous, et en plus de ça, quand on va inciter les élèves aussi, en fait, c'est quand même cruel de se dire que ce sont des adultes qui incitent les élèves à aller harceler, Et quand on voit tous les dégâts que ça fait et qui sont encore plus médiatisés aujourd'hui, évidemment, ça pose réflexion. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi une notion de décrochage, malheureusement, parce qu'effectivement, quand on est un élève qui est considéré comme le moins bon, on a encore plus de chances que d'autres de décrocher. Déjà que parfois on est dans toutes les bonnes conditions, mais que malheureusement, des facteurs vont faire que voilà, il y aura du décrochage. Et il y en a aussi de plus en plus. Je pense que peut-être, est-ce qu'on ne devrait pas plus se pencher sur ce problème-là du décrochage plutôt que d'avoir cette obsession de la réussite, Monsieur Sarr? Je pense que d'abord, il y a la crise d'autorité en milieu scolaire. Là, je porte la casquette de l'enseignant, parce que je suis enseignant. Et je salue mon inspecteur à Saint-Louis, M. Mafalder. Donc, la question dont vous parlez, ça a existé. Le fait de prononcer, surtout même pendant les examens des CFPE, l'examen blanc, parfois, on proclame les résultats jusqu'au dernier. Et le plus souvent, le dernier ne revient plus à l'école. Quand il rentre chez lui, ses parents le frappent parce qu'il est le dernier de la classe. Quand il sort dans la cour, dans la rue, il est hué par ses camarades de classe. Quand il retourne à l'école... On vous le fera savoir tout le temps. Donc finalement, il y a un problème qu'il faut régler d'abord à la maison. Il faut qu'il y ait un link entre les parents et l'enseignant. Absolument. Mais actuellement, il y a beaucoup d'écoles. Moi, je parle par exemple de Saint-Louis, d'où je suis, où dans les établissements maintenant, vous ne pouvez même pas savoir qui est le premier ou bien qui est le dernier. Génial. Parce que les enseignants ou bien les profs se réunissent dans la salle, on établit des tableaux, on sort les notes, on convoque les parents, on organise une journée. Oui. Maintenant, cette journée, Laura vient avec sa maman. Alioune Badre vient avec sa maman ou bien son papa. Maintenant, le maître reçoit le parent et l'élève. Maintenant, le maître parle des faiblesses de l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour une remédiation? On dit qu'il a une moyenne de temps. Et maintenant, s'il ne redouble pas d'efforts, il risque soit d'être exclu ou bien d'être renvoyé. Maintenant, dans les établissements, ça se passe comme ça. Mais rarement, maintenant, vous voyez, on crie, il est le dernier de l'école. Non, maintenant, les choses se font en coulisses. On convoque le parent, on lui parle de son enfant. Et nous invitons surtout les parents à venir vers l'école. Parce que le plus souvent, l'enseignant, en tant que bâtisseur anonyme de la nation, est considéré comme un babysitter. On prend l'enfant et et le parent peut ne plus revenir à l'école. Même si vous convoquez le parent, parfois le parent ne vient pas. C'est ça. Et finalement, l'enseignant est frustré. Mais il y a la technique de la remédiation. Quand vous avez un enfant nul dans votre classe, ou bien la moitié de la classe ne comprend pas la leçon, vous n'avez même pas le droit de faire une autre leçon sans que la classe ne comprenne pas la leçon précédente. C'est bien de le rappeler, effectivement. On a reçu d'ailleurs des réactions sur la page Facebook. Pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Adeline Cabral qui nous dit « Un établissement scolaire qui se respecte ne permet jamais aux élèves de huer les derniers », entre guillemets. Et Samba Guissé, qu'on retrouve tous les matins, qui nous dit « Une école sans notes n'est pas si différente d'une école qui les utilise. Ce qui la distingue, c'est d'une part le choix de privilégier les évaluations formatives et par acquis d'apprentissage, et de l'autre, d'encourager davantage les pratiques coopératives et de mise en confiance. » C'est un petit peu les sujets qu'on a tenté d'aborder dans cette chronique sociétale avec Ibou. Merci pour cette chronique. Il est donc 7h21. On va passer à la première partie de la rubrique invitée et ce sera juste après ceci. Et donc notre première invitée, Madame Sandy Makaya, qui est à ma gauche, qui nous vient du CEFI Dakar, donc pour parler ce matin de secourisme, n'est-ce pas?
Mais on a intérêt à se tenir à carreau. On a sur le plateau une concitoyenne de Brice Oligui. Hein? Alors, donc, le tout-puissant du Gabon, on se tient à carreau. Mais respect, mon général. Voilà, votre concitoyenne sera très bien traitée. Hein? Elle est déjà notre reine, la reine du plateau. Sandy Makaya, soyez la bienvenue. Merci. Alors, Sandy, elle est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la responsable marketing et communication de CEFI Dakar. Hein? CEFI Dakar, qui est un peu dans le secteur de la protection civile. Hein? D'ailleurs, est-ce qu'il en existe des structures qui sont un peu dans ce secteur-là? Est-ce que vraiment elles sont nombreuses? Parce que quand on parle un peu de la protection civile au Sénégal, on a tous à l'idée voilà, le groupement national des sapeurs-pompiers, ou bien peut-être certaines structures qui sont dans le bénévolat, comme la Croix-Rouge. Mais voilà, sinon, on se dit que derrière, c'est un grand désert, quoi. Alors, pourquoi vous avez investi ce secteur-là, qu'est la protection civile? Alors, merci déjà de nous avoir invités. Oui. Le CEFI vous remercie. Pour commencer, je tiens à préciser que nous ne sommes pas que dans la protection civile. OK. D'accord. La protection civile, c'est une des formations parmi toutes nos activités. D'accord. Nous sommes une société de prévoyance et sécurité incendie. Voilà. Et parmi toutes nos activités, nous avons la formation. Et parmi les formations, nous avons la formation au premier secours. D'accord. Pourquoi avoir choisi d'investir ici? Le fondateur du CEFI Dakar, monsieur Richard Serville, au cours de son exercice en tant que pompier marin, a eu l'occasion de servir au Sénégal comme expert en 2011, expert en protection civile auprès des sapeurs-pompiers sénégalais. C'est ça. Voilà, donc au cours de son exercice, il a aimé le Sénégal. Ce n'était pas la première fois qu'il venait, il était déjà venu en 2003, voilà, pour l'exercice de ses fonctions. Et donc en 2013, lorsqu'il a fini son service, il a décidé de s'installer par amour pour le Sénégal, de s'installer et de mettre au profit du Sénégal son expérience, son expertise. Voilà. Et en s'installant, il s'est rendu compte que le besoin, il était là. Il s'est rendu compte que le besoin parce que, par exemple, si on prend les structures publiques accueillant du public, peu d'entre elles ont peut-être, voilà, sont aux normes par rapport à la protection civile, la prise en charge peut-être des besoins vraiment urgents en cas de sinistre, voilà, d'incendie et tout cela. Généralement, je crois que souvent même on fait le plaidoyer sur Kénkéliba, parce qu'il y a beaucoup de structures accueillant du public où on note qu'il y a un déficit dans la prise en charge de ce genre de problématiques-là. Peut-être que c'est un terreau fertile aujourd'hui à Dakar pour quiconque investirait le secteur. C'est un terrain fertile. Les gens prennent de plus en plus conscience, en fait, de l'importance des premiers secours. Que ça soit dans nos bureaux, que ça soit chez nous, dans les écoles, les gens ont de plus en plus conscience de ça. D'accord? Et donc, oui, des demandes, il y en a de plus en plus. Dire que c'est un terrain porteur, ce serait mettre l'action tout de suite sur l'aspect financier. Oui. D'accord. Oui. Je tiens à préciser quand même que la vision de du directeur général du CEFI est de faire du CEFI justement une société solidaire, d'accord, pour s'investir davantage dans l'action sociale. Avant même d'en être là, nous organisons déjà des formations gratuitement. Nous en avons fait auprès de certaines écoles que je ne vais pas citer. Et dans l'avenir, dans les semaines à venir, par exemple, on prévoit une formation pour les femmes de Happy Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, de Happy Afrique, gratuitement. Parce qu'on sait que les femmes, en général, ce sont elles qui sont, on va dire, exposées. Elles ont les enfants, elles tiennent les maisons, elles travaillent et tout. Et donc, notre action serait vraiment portée, notre action sociale, on va dire, serait vraiment portée sur
les femmes et les enfants. Ok. Pourquoi je parle de terreau fertile? C'est parce que par rapport aux nouvelles exigences, en tout cas liées à la protection civile, en principe, ces structures-là devraient se diriger vers des organisations comme la vôtre pour s'équiper, pour être vraiment prête à faire face à n'importe quelle situation de prise en charge, en tout cas d'urgence. Je me dis qu'elle devrait avoir ce réflexe-là. Est-ce que ça, vous le constatez aujourd'hui? On le constate de plus en plus. Oui. Moi, personnellement, je suis en gestion, comment dire, de la clientèle, de demande des clients et tout. Et nous constatons une nette augmentation de la demande de formation. Oui. Les sociétés s'intéressent de plus en plus. Les sociétés en font de plus en plus leur priorité, en fait. Les sociétés se sont rendues compte que leur meilleur atout pour préserver leur personnel, leur investissement, c'est la formation, en fait. C'est la formation. C'est important. Ibou, la protection civile aujourd'hui, quand on voit que voilà, y a des structures privées qui investissent le secteur, c'est rassurant en soi pour nous qui sommes Absolument. citoyens lambda. Tout établissement accueillant du public a une obligation d'avoir cet agrément-là et qui est géré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je salue M. Noba, qui est vraiment l'un des brillants depuis une dizaine d'années, qui est le grand spécialiste de ça, qui coordonne au niveau stratégique. Félicitations encore pour tout. Maintenant, dans les villages où les équipes de football, de taekwondo, comme notre village de Yen, le plus beau village du Sénégal. En toute objectivité, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il y a ceux qui font du basket. Quelle est la démarche? Est-ce qu'il y a déjà une démarche de prospection pour pouvoir travailler et apporter des services, surtout dans la zone rurale? Pas de notre côté, pas encore. Mais nous Venez allons, dans notre village. Yen, c'est ça? Oui, c'est le plus beau village du Sénégal, à 37 km d'ici. C'est à Toubab Dialao? Merci beaucoup. Pratiquement. Venez. Toubab Dialao, on peut dire que c'est la capitale. Une zone paradisiaque. Merci pour l'invitation. Nous avons une équipe de taekwondo, une équipe de basket, et je pense qu'ils en auront besoin, parce qu'il y a des enfants qui le font, et logiquement, il doit y avoir un point focal sur le premier secours, comme ils font la pratique sportive. Oui, parce que dans le milieu sportif, en fait, beaucoup de décès auraient pu être évités s'il y avait peut-être une meilleure maîtrise des gestes de premier secours. Est-ce que par rapport à l'idée, dans la continuité de son idée, est-ce qu'aujourd'hui, CEFI Dakar envisage de se rapprocher, par exemple, des fédérations sportives, des structures sportives, voilà, pour une meilleure maîtrise de cela? Parce que quand même, c'est vraiment écœurant de voir un jeune arraché à notre affection, alors qu'on aurait pu éviter sa disparition, sa mort. Absolument. Bon, après, moi, je suis tentée de dire que l'action ne doit pas venir que du CEFI. Est-ce que les dirigeants, justement, de ces organisations... devraient avoir ce réflexe-là aussi. Voilà, émettent, en fait, le besoin... De venir vers vous, les professionnels. Voilà. Il y a ça aussi. Oui. De venir vers vous, les professionnels. Alors, par rapport aux écoles, vous avez parlé tout à l'heure en fait, d'un début de collaboration. Expliquez-nous comment ça se passe. Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, avec vos équipes, vos techniciens, vos experts, d'aller dans une école, par exemple, voilà, d'y faire un petit cours sur le secourisme, sur les gestes de premier secours? Et ça donne quoi? Est-ce que vous sentez l'envie de ces enfants-là d'apprendre, de connaître? Ils sont intéressés, ils ont envie d'apprendre. Ils comprennent en fait l'importance de cette démarche, en fait. Oui. Voilà. Donc, oui, ils sont intéressés. Et il s'agit de gestes très simples pour sauver une vie. Parce que ça, même l'école n'aurait pas dû attendre que vous veniez vers elle, mais c'était à elle voilà, de faire les premiers pas, selon moi. Alors, les gestes sont simples une fois qu'on les connaît. Voilà. Quand on ne les connaît pas, on ne peut pas dire qu'ils sont simples. Donc, oui, il y a... Comment dire? Ce sont des gestes bien spécifiques. Voilà, suivant l'état de la personne dans le besoin. Oui. Voilà. Et tout ça, on ne peut les apprendre qu'en participant à une formation. Absolument. Voilà. Et que pensez-vous peut-être de la faisabilité de peut-être intégrer, par exemple, ces gestes de premier secours dans l'obtention du BFM, par exemple, pour pouvoir un petit peu permettre à un maximum de personnes, dès le plus jeune âge, de pouvoir maîtriser ces gestes-là? Ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Mais, alors, j'ai une question, par contre. Intégrer dans le BFM, ce serait pris comment?
comment dire, comme une matière. Voilà, comme une matière, comme une partie du cursus qui serait à valider pour pouvoir accéder. Ça ne serait que bénéfique. Ça ne serait que bénéfique. Et vous pensez que ce serait facilement faisable ou difficilement atteignable? Parce qu'avec le nombre d'élèves qui sont impliqués chaque année dans ces examens, est-ce que vous vous dites que, je sais pas, peut-être pas seulement le CEFI, peut-être avec d'autres organisations qui pourraient un peu appuyer. Ça serait faisable. Apporter leur expertise. Ça serait faisable. Ensemble, je pense qu'on peut faire, de grandes choses ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. Alors, Thierno Sarr, vous qui êtes enseignant de formation également, qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que le meilleur canal pour vulgariser les gestes de premier secours, le secourisme, resterait l'école, selon moi. Parce que nous, par exemple, dans nos établissements, il nous arrive que des enfants tombent souvent, piquent des crises. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Ils crient comme ça, vous ne pouvez même pas les retenir. Et vous les regardez impuissants parce que vous ne maîtrisez pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? On les maîtrise comme ça, mais parfois même, vous ne pouvez pas les retenir. Et parfois, on est obligé soit de prendre nos écouteurs, de mettre un peu de Fatiha ou bien une sourate, parce qu'on dit que c'est le sorcier ou bien c'est le djinné. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On les met un Valium et ils dorment. Quand ils se réveillent, vous les posez la question, ils disent que ce n'est pas eux. En terrain d'éducation physique, parfois, un enfant tombe. Et il y a eu même malheureusement des épisodes très douloureux d'enfants morts à la suite de ces exercices-là. Et là, ce sont des cas critiques, graves. Raison pour laquelle, par exemple, moi j'ai appris, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle les premiers soins, les premiers secours avant l'arrivée du médecin. Et nous l'avons fait au lycée de Ourossogui, nous l'avons fait au collège de Ourossogui. Parce que c'est important. Finalement, on nous a appris si l'enfant s'est évanoui et il faut d'abord savoir est-ce qu'il a sa conscience. Il faut faire la position PLS, tout ça. Ensuite, prononcer son nom, taper. S'il réagit, on sait que... Et ça fait plaisir à Mme Makaya que vous entrez dans leur lexique. Voilà. Ça me fait plaisir. Il y a de ces cours où il y a l'éducation sanitaire, ou le secourisme. Vous pouvez intégrer votre programme dedans. Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est le témoignage d'un enseignant qui a été confronté à cette dure réalité. J'aimerais juste dire ceci, c'est que lorsqu'on n'a pas la formation au premier secours, lorsqu'on ne sait pas quoi faire face à une situation de perte de connaissance, de crise, comme vient de dire le monsieur. On peut tuer la victime. Voilà. Il faut, en fait, le rôle de la personne qui apporte le premier secours est de stabiliser, de ne pas dégrader l'état de la victime. Il ne faut pas dégrader. Si on ne sait pas comment s'y prendre, on appelle juste les secours. Vous faites bien de le rappeler. Non, faites bien de le rappeler. Il ne faut rien faire en fait. Il faut juste l'immobiliser. Voilà, il faut juste sécuriser, ne serait-ce que ça, sécuriser de telle sorte que la personne ne soit pas étouffée par la multitude, par exemple, d'élèves qui viennent autour de lui et tout, et appeler les secours. Après, lorsqu'on sait quoi faire, c'est autre chose. Mais à condition que les secours arrivent rapidement sur zone. Et c'est là où le bas blesse. Souvent également, les secours accusent un très grand retard dans la prise en charge. C'est ça. Voilà. C'est pas seulement lié à cela, c'est peut-être que dans l'environnement du lieu du drame, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ces gestes-là. Non, mais on va quoi qu'il en soit, pour y revenir après. Lorsqu'on ne sait pas s'y prendre, il vaut mieux laisser. Parce que quand on ne sait pas, on peut faire plus de mal que de bien. Mais je pense qu'il y a une note à retenir justement pour vulgariser le secourisme. C'est bien ce que vous venez de dire. On va souffler quelques minutes avec le clip du jour que nous propose la régie et on revient juste après. Merci. D'informations que nous propose la rédaction et on se retrouve dans une dizaine de minutes. 21h, cette équipe des sapeurs-pompiers se charge d'évacuer les corps sans vie placés dans ce bâtiment à l'abri des regards. Ce mercredi, 23 sont découverts sur la plage de Saint-Louis, entre Santhiaba et Gorumbach, sur la langue de Barbarie. Une autre victime a perdu la vie à l'hôpital régional, ce qui porte le total
à 24 morts et 21 rescapés, rien que pour la journée du mercredi. À l'origine du drame, une pirogue de migrants qui a échoué près des côtes. Aujourd'hui, vers la mi-journée, les éléments des sapeurs-pompiers ont été alertés de la présence de 2 corps sans vie échoués sur la plage à hauteur du quartier Gorumbadj. Et à la suite de cela, un flux de personnes a commencé à débarquer de la plage, tendant à faire croire qu'il s'agissait effectivement de migrants clandestins. Immédiatement, les secours ont été mis en branle et ceux qui étaient blessés, parmi ceux échoués donc en mer, ont été pris en charge. Mais quelques heures après, nous avons été alertés de la présence ou de l'échouage de corps sans vie au niveau de la plage de Gorumbadj et jusqu'à hauteur de Guenda, sur la frange côtière de Saint-Louis. Présentement, le bilan que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Un comité de crise est mis en place pour assurer la bonne gestion de la situation, avec un bilan qui risque de s'alourdir. La pirogue en provenance de Joal avait à son bord plus de 300 migrants. Le comité régional de crise a été mis en branle avec les sapeurs-pompiers, avec le préfet du département, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, particulièrement la marine, la police, mais également de concert avec le parquet qui gère le volet judiciaire. Donc aujourd'hui, cette triste nouvelle est encore arrivée malheureusement sur les plages de Saint-Louis. L'enquête qui est diligentée sous la direction de Madame le procureur de la République va donner peut-être suffisamment d'éléments, mais ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une pirogue qui a quitté d'autres contrées, donc c'est à hauteur de Saint-Louis, certainement en partance vers le nord que cet incident s'est passé. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les rescapés reviennent sur les circonstances du drame. Maintenant trop. Qui joue le lundi et puis mercredi. C'est très dur. La pirogue vient de Joal. Depuis mercredi, on a pris la mer. Arrivé sur les côtes marocaines, les capitaines se sont perdus et ont décidé de rebrousser chemin. C'est à notre arrivée vers l'embouchure que les ennuis ont commencé. Il y a eu une panique dans la pirogue. Certains ont plongé dans l'eau. La pirogue s'est renversée. Nous avons reçu 20 patients, n'est-ce pas? 20 patients dont 3 étaient des patients graves et les 17 autres des patients de blessures légères. Malheureusement, un des patients a succombé à ces blessures et finalement décédé. Bon, ils nous ont rapporté qu'il y avait 2 décès mais qui est survenu sur les lieux, ces patients ont été acheminés directement au niveau de la morgue. 10 des corps sans vie vont être acheminés à Louga. Les équipes de secours restent en alerte. La Marine nationale patrouille la zone depuis l'annonce de la nouvelle. Un face-à-face pour vider toutes les questions relatives au dialogue. Devant la presse nationale, Maître Sidiki Kaba se veut clair. Toutes les 2 commissions mises en place n'ont qu'un seul objectif, faire des propositions allant dans le sens de l'apaisement du climat politique. Et il a été discuté pendant cette commission. Il faut déterminer les personnes qui pourraient participer à cette élection. Alors, 2 choses ont été retenues. Il fallait dans un premier temps affirmer que les 19 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel au nom des droits acquis devaient être maintenus. Par contre, là où la question de binationalité s'est posée, il était important d'examiner cette question et examiner le collectif dit des spoliés qui estime que le contrôle ne s'est pas fait dans les règles de l'art. La proposition est faite aussi pour que le Conseil constitutionnel qui prendra une décision définitive. Ça aussi, il faudrait qu'on s'entende sur ça. Il y a un processus. Et ce processus-là arrivera à son terme lorsque le Conseil constitutionnel déterminera une date qui sera la date qui va s'imposer à nous tous en rappelant
que les décisions du Conseil constitutionnel, c'est insusceptible de voie de recours, ce sont des décisions définitives. Ce face-à-face avec la presse a été une occasion pour Maître Sidiki Kaba de parler de l'importance que constitue la société civile dans un pays, surtout en de pareilles circonstances. Une situation qui mérite une solution réfléchie pour l'intérêt supérieur de la nation. Des ouvriers sur des échafauds sans aucune protection, comme édicté par les normes de sécurité sur les chantiers. Certains se livrent à des comportements suicidaires. Des scènes très fréquentes dans certains chantiers à Dakar. Personne ne veut aborder le sujet face caméra. Sur le chantier de la tour de la RTS, le respect des règles est strict. Par rapport à l'accès au chantier, il y a d'abord l'induction sécurité qui est imposée à toute personne, qu'elle soit un travailleur comme visiteur qui va entrer dans le chantier, mais également il y a le port des EPI qui est obligatoire. Il s'agit des équipements de protection individuelle, comprenant le casque, le gilet et les chaussures. Le port du harnais pour les ouvriers est aussi obligatoire. L'harnais est utilisé pour les travaux en hauteur. Lorsque la personne est sur la plateforme, il y a à chaque fois un garde-corps qui est fixé, qui va permettre à la personne de s'accrocher en cas de chute. Parce que l'échafaudage qui est mis peut avoir une défaillance. Au préalable, il y a un contrôle, une vérification qui est faite sur l'échafaudage qui est posé. Mais en cas de défaillance, lorsque la personne va tomber, le fait qu'il ait accroché l'harnais va lui permettre de ne pas tomber. L'accès à la zone de levage est restreint et indiqué par cette balise. Seules les personnes qui vont travailler dans le levage seront acceptées dans la zone qui est balisée. Également aussi, sur les opérations de levage, au préalable, il y a une préparation qui est faite. Il y a un chargé de levage qui est là-bas et ce chargé de levage prend en compte le plan de levage, le matériel qu'il y a à soulever, voir l'adéquation qu'il y a entre le poids du matériel et le poids que la grue doit soulever. Tout contrevenant à ces mesures de sécurité s'expose à des sanctions. Elles peuvent aller de la mise à pied au renvoi définitif de l'ouvrier. Merci à la rédaction pour le bulletin d'information de ce vendredi 1er mars. Alors votre matinale se poursuit juste après cette page de publicité. Jouer au PMU. Toute la population de Saint-Louis à venir rejoindre la structure de Alham Production pour célébrer ensemble la Nuit des Dames qui aura lieu au foyer Prosper à Sor-Balakos à partir de 21h. Et ce sera un spectacle inédit, un spectacle de son et lumière. Et ce sera également un défilé de mode pour les grandes dames. Et on va décorer les dames. Pour l'instant, on a encore 13 femmes, 13 dames d'honneur que nous allons décorer. Et on termine avec un concert d'un artiste Bouna Family. Ce sont les artistes que nous invitons. Ce sont des artistes qui sont parfois en partenaire avec la structure Alham Production. Alham Production, c'est une structure et une chaîne de télé donc, qui œuvre pour la promotion de la culture urbaine. Vous êtes artiste, vous pouvez venir faire vos répétitions. Vous devez faire un concert. Vous pouvez venir sans matériel. On vous offre les pianos, les batteries, tout pour faire votre concert. Vous voulez faire du record, de l'enregistrement ou masteriser votre son, vous pouvez venir. Pour la couverture médiatique également, Alham Production, à sa chaîne de télé, Alham TV, pour vraiment faire revivre encore Saint-Louis et les alentours. Donc, nous invitons souvent les artistes à ne pas avoir peur. Même si le matériel est de la haute qualité, n'ayez pas peur parce que c'est pour vous. Et je salue l'initiative du DG, Jean Diaye, qui est à l'extérieur et qui a été un ancien danseur d'Oscar des vacances, qui a toujours aimé la danse, qui a toujours aimé la culture. Et quand il est parti, tout ce qu'il a, il a investi à ça pour dire Alhamdulillah. Finalement, c'est le nom même qu'on a donné à la structure, Alham. Alors, Mme Makaya, vous avez fait Saint-Louis, j'espère. J'ai fait Saint-Louis, oui. Heureusement. Alors, certainement, vous en avez eu plein les yeux. Hein? Voilà. Oh oui, j'ai aimé. En termes d'élégance, de grâce. Oui, j'ai aimé. J'y ai été à l'occasion du festival de jazz. C'était ma toute première fois et j'ai vraiment aimé, oui. Et quelle belle occasion. Et d'ailleurs, peut-être si on peut revenir sur ces femmes Linger que vous voulez honorer, les femmes leaders. Dans quel secteur est-ce que vous avez sélectionné finalement ces femmes-là? Donc, nous avons choisi l'éducation, la santé
Nous avons choisi également les forces de défense et de sécurité. Nous avons choisi la santé. Ce sont des secteurs, par exemple, quand on a vu le Comzone, nous l'avons expliqué, que nous voulons que les femmes soldats soient représentés, que ce soit sapeurs-pompiers, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les douanes, que ce soit les militaires. Elles sont toutes invitées et elles seront décorées. Au niveau de l'éducation également, on choisit une femme battante qui va venir participer à cette cérémonie, même si on dit qu'au niveau de tel service, c'est la femme de ménage. Voilà, les techniciens de Elle est surface. invitée. Ouais. Parce qu'elle aussi, elle se bat pour sa grande force d'âme et pour lutter pour elle. Donc, elle est encore invitée. C'est une nuit où nous voulons célébrer. On a dit 8 mars autrement. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que le fameux Takusanda, est-ce que vous avez prévu de faire une parade au niveau dans le Taka, hein, voilà, avec les calèches, hein, n'est-ce pas? Bon, les signares qui vont ressortir. Hein. Voilà. Là, ce sera pendant la nuit. Parce que la journée, nous sommes tellement occupés par les célébrations des journées internationales, de la Journée internationale des droits de la femme. Chaque secteur organise. Et nous serons sur le terrain pour couvrir les événements. Maintenant, quand tout le monde termine à 13h, 14h, nous, on se donne rendez-vous au foyer Prosper Dors la nuit, pas de 21h maintenant, pour faire notre spectacle. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé du défilé de mode pour les grandes dames avec Eva Couture. Et là, c'est un défilé que j'aimerais bien que Alioune Badara soit présent pour voilà, Inch'Allah. On y sera. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc, en fait, le programme à retenir, ce sera le 8 mars. Ce sera le 8 mars dans la soirée. Au foyer Prosper Dors. Au foyer Prosper Dors de Saint-Louis. De Saint-Louis avec Alham Production. Et voilà. Et en termes d'accompagnement, les acteurs culturels, en tout cas tous régionaux, les acteurs culturels, ils sont à vos côtés. Ils sont invités. Les acteurs institutionnels également. Ils sont tous invités. Il n'y a pas d'appel à faire. Bon. Saisissez l'occasion. Oui, voilà. Donc, en tout cas, nous invitons tous les artistes. Et nous leur disons que Alham Production, c'est votre maison. Venez. Nous invitons également les autorités à participer, à soutenir cette organisation qui est Alham Production. Vraiment, nous les invitons tous et nous lançons un vibrant appel à la direction, à la grande dame de la direction de la femme, du ministère de la Femme, vraiment, qui nous a promis également de venir soutenir, à toutes ces dames qui nous ont promis de venir et de participer. En tout cas, c'est votre fête et nous invitons toute la population, toutes ces dames, les artistes également, à venir massivement participer à cette grande nuit des dames que nous allons célébrer avec le célèbre chanteur Bouna Family. Merci beaucoup. Merci à vous également. On accorde donc les dernières minutes à l'autre grande dame du plateau, Sandi Makaya, la sénégalo-gabonaise, hein, voilà, qui est bien chez elle, hein, au pays de ses ancêtres, on peut le dire aussi. Hein, voilà, sur un peu le secourisme ici au Sénégal et les activités que vous déployez au quotidien pour une meilleure maîtrise de ces gestes-là qui peuvent bien sauver voilà, des vies, les gestes de premier secours. Alors, comment peut-on se rapprocher de ces filles Dakar et puis également sur vos ambitions pour un meilleur déploiement sur le territoire national, comme l'a dit Ibou tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut contacter le CEFI? Vous pouvez y aller sur notre site. Voilà, vous aurez là-bas une adresse email, un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler et nous exprimer en fait votre besoin. Le site c'est cefidakar.com. CEFI comme C-E-F-I. C-E-F-I. Facile à noter, hein, même pour les serrères, hein, je pense. On pas de difficulté. Hein. J'avais une question. Vous savez, vous êtes ma cousine à plaisanterie, hein, vous les serrères. Dans le même temps, justement, j'avais une question. Est-ce que vous ambitionnez aussi de vous déployer un peu plus sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter? Oui, c'est en cours. Peut-être pas Twitter pour le moment, mais Facebook, oui. Quel autre? Le site, déjà, pour le moment, ce sont les deux canaux sur lesquels on peut vous retrouver aujourd'hui. Mais est-ce que vous équipez également ces établissements-là qui accueillent du public voilà, en kit de secourisme? Oui. Ça fait partie également de vos offres? Oui, ça fait partie de nos offres. On a les trousses de premier secours, par exemple, qu'on propose. Et
Oui, pour le moment, c'est ça, oui. Bon, on prend note pour les établissements. Pour les établissements, par exemple, le nôtre, hein, avec la tour qui prend forme et qui sera bientôt inaugurée. Bon, je crois que tout cela a certainement été bien pris en compte dans le projet. Ça sera un plaisir. Mais on n'est jamais assez prudent. Voilà, en tout cas, le CFI pourrait être un éventuel partenaire de la RTS. Tout à fait. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin et pour représenter CFI. Merci à M. Sarr également. Donc le rendez-vous est pris pour la soirée du 8 mars à Saint-Louis. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a bien pris note et on pense que tous ceux qui nous regardent ont pris note aussi. Merci beaucoup Ibou ce matin d'avoir été avec nous et merci encore à Alioune Badara pour cette semaine. Voilà. Et puis on vous retrouve à partir de lundi à la même heure, donc 6h30 jusqu'à 8h pour votre matinale. On souhaite un excellent VSD à tous et on vous dit une très bonne journée. Merci. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be done. C'était votre programme avec application PMU Sénégal Boulonnaz B. Jouer PMU, affaire grand le. Bon, amul fukki attaque juróom-ñett mënoo cee bokk.